lumière du matin inonde la cuisine de Boca Raton, illuminant un petit déjeuner familial où l'énergie juvénile se heurte à un silence sombre. Les bavardages animés de Lily et Eric emplissent l'air, leur énergie débordante tranchant nettement avec la tension silencieuse. Sarah reste en retrait, sa vivacité habituelle assombrie par un point invisible. Le regard perdu, Simon mange en silence, son regard d'adulte troublant se posant de temps à autre sur Sarah, observateur muet. Dans la danse délicate du matin, la lumière du soleil traverse un salon de Boca Raton soigneusement décoré, révélant la tension silencieuse qui y règne. Sarah, patiente mais visiblement tendue, est assise en face de Simon, un garçon de 8 ans, leurs regards croisés. Dans un échange silencieux, Simon répond à des questions complexes avec une voix d'enfant troublante, porteuse d'une sagesse profonde. Son vocabulaire et son raisonnement dépassent largement son âge, un contraste saisissant avec son apparence juvénile. L'expression de Sarah oscille entre la fierté maternelle et un profond malaise, une lutte silencieuse se lisant sur son visage. Elle peine à concilier l'enfant qu'elle a devant elle avec l'intellect extraordinaire qu'il manifeste, un mystère profond qui se dévoile. Dans la chambre faiblement éclairée, Lily est assise attentive au bord du lit de Simon. La seule lumière, projetant de longues ombres que Simon gardait habituellement à distance, révèle une vulnérabilité rare. Sa voix s'est faite basse, alourdie par le poids de sa confession. « Je suis pas celui que tu crois. »« Je m'appelle David », confie Simon, son regard cherchant celui de Lily. Les yeux de Lily s'écarquillent, reflétant une compréhension profonde et inébranlable alors qu'elle encaisse cette révélation bouleversante. « Il y a autre chose. Quelque chose qui ne vient pas de ce monde, » conclut Simon. Le secret est enfin dévoilé. Dans le calme de la maison de Sarah, Simon s'approche, une rare étincelle de joie enfantine brillant dans ses yeux. Sarah sursaute, une tension familière s'enroulant au plus profond d'elle à sa présence. La voix de Simon brise le silence. « Sarah, allons tous au cinéma !» Sa supplication reste suspendue dans l'air. Un écho des escales. J'en ai marre de rester à la maison. Dans sa maison de Boca Raton, le visage de Sarah est un mélange de frustration et d'amour, alors qu'elle corrige doucement Simon. Simon la regarde, ses yeux innocents, grands ouverts, pleins de questions. Sarah dit d'une voix ferme mais douce, « Je t'ai dit d'arrêter de m'appeler Sarah. »« Je suis ta mère. » La réponse simple et honnête de Simon résonne. « Sarah, ce n'est pas ton prénom ?» Chez Sarah, le jeune Simon hausse légèrement les épaules, un geste d'une maturité inattendue pour un enfant de son âge. Un sourire étonnamment mature se dessine sur les lèvres de Simon, son regard fixé intensément sur Sarah. Sarah le fixe en retour, un profond sentiment de désorientation l'envahissant. Elle a l'impression de parler à un adulte, prisonnier dans le corps innocent d'un enfant. La voix de Simon, calme et assurée, brise le silence. Si ça te rend heureuse. L'expression de Sarah reste un mélange d'émerveillement et de malaise. Luttant avec la sagesse troublante du garçon, Sarah se tourne vers Eric et Lily. Une expression à la fois pleine d'espoir et d'hésitation assombrit son visage alors qu'elle envisage une sortie. Ses yeux, chargés d'une tension subtile et muette, croisent le regard plein d'attente de ses enfants. Les yeux d'Eric et Lily brillent d'anticipation. Totalement inconscient du tumulte intérieur de leur mère, Sarah, avec une gaieté forcée, demande « Hé les enfants, qu'est-ce que vous en pensez ?» L'enthousiasme des enfants, sans le savoir, accentue la tension silencieuse qui entoure Sarah. Sous la lumière éclatante du jour, la famille arrive sur le parking du cinéma, un mélange d'excitation et d'appréhension flottant dans l'air. Ses yeux sont grands ouverts, une angoisse silencieuse assombrit ses traits alors qu'elle regarde l'entrée imposante du cinéma. En contraste frappant, les autres enfants avancent en sautillant. Leur attente est un tourbillon joyeux et insouciant. La différence d'émotion crée un tableau poignant alors qu'ils s'approchent des portes imposantes du cinéma. Le hall du cinéma vide de centaines de conversations. L'air est épais, chargé de l'odeur du pop-corn et de l'attente. Les jointures de Sarah blanchissent alors qu'elle serre la main de Simon, ses yeux furetants, scrutant la scène chaotique. Ses yeux grands ouverts, empreints d'une urgence silencieuse, scrutent chaque visage à la recherche du moindre incident à contrôler. Simon, sa petite main fermement serrée dans celle de Sarah, observe la foule tourbillonnante avec une curiosité détachée. L'énergie vibrante de la foule contraste avec l'attitude tendue et vigilante de Sarah.
Une anticipation silencieuse et troublante plane dans le hall animé, tandis que Sarah poursuit sa surveillance attentive. Dans la salle de cinéma plongée dans la pénombre, Sarah et Simon s'installent dans des fauteuils moelleux, le silence chargé d'une tension inavouée. Les doigts de Simon s'entrelacent doucement avec ceux de Sarah, un geste destiné à apaiser, mais qui porte une familiarité troublante. Son toucher est le fantôme de la présence de David, soulevant une tempête dans le cœur de Sarah. Il porte sa main à ses lèvres. Un baiser tendre qui ne fait qu'accentuer son trouble intérieur. Le regard de Sarah est lointain, perdu dans un labyrinthe d'anciens sentiments et d'angoisses présentes. Dans la salle de cinéma plongée dans la pénombre, les yeux de Sarah se posent sur Simon, une tempête d'émotions grondant en elle. Un fantôme de David vacille sur le visage de Simon, un souvenir à la fois précieux et douloureux. Elle essaye de chasser cette pensée, la jugeant folle et impossible, mais elle s'accroche obstinément. La pensée persistante de David. Un écho doux amer refuse de s'estomper. Un mélange complexe de désir et de déni submerge Sarah, son regard toujours posé sur Simon. Dans la salle de cinéma, des couleurs vives de dessins animés dansent sur l'écran, reflétant les yeux grands ouverts et joyeux des enfants. Les rires et les bavardages excités fusent dans l'air, contrastent saisissants avec mon immobilité inébranlable. Mon regard, intense et silencieusement révélateur, reste fixé uniquement sur Sarah, la rendant profondément mal à l'aise. Elle ne se dérobe pas, prise dans le courant silencieux et chargé qui circule entre nous. Dans la lumière tamisée du cinéma, Simon prend doucement la main de Sarah, l'écran vacillant illuminant leur visage. Il porte sa main à ses lèvres, un sourire chaleureux éclairant ses traits, avant de l'embrasser à nouveau. Un lien puissant et indéniable avec David submerge Sarah, la grisant et l'effrayant à la fois. Ses yeux, grands ouverts, mêlant émerveillement et peur, reflètent les images vives et éphémères de l'écran. Dans la pénombre du cinéma, les yeux de Simon, autrefois captivés par l'écran, arborent désormais un regard lointain et intense. Il relâche doucement la main de Sarah, signe silencieux d'un bouleversement soudain et profond en lui. Avec une détermination inattendue, la petite silhouette de Simon se lève de son siège. Il avance d'un pas décidé. Les yeux fixés sur une destination invisible à l'avant de la salle, il se dirige vers le premier rang, une aura de mystère enveloppant son avancée déterminée et inébranlable. La salle de cinéma n'est pas vide, il y a du monde dans la pénombre. Simon se ferait un chemin entre les rangées, son regard rivé sur un homme assis devant. Une petite fille est assise sur les genoux de l'homme, son petit corps tremblant de sanglots silencieux. Des larmes tracent des sillons humides sur ses joues. Dans la lumière vacillante, le contraste est saisissant. L'homme, surpris par l'approche de Simon, lève brusquement les yeux, les écarquillant de surprise. L'approche de Simon est délibérée. Sa présence fait irruption soudainement dans cette tristesse silencieuse. L'air crépite d'une tension muette lorsque leurs regards se croisent. Dans le silence feutré du cinéma, la salle est baignée par la lueur vacillante de l'écran, illuminant les visages captivés du public. Parmi la foule, le visage de Simon, 8 ans, est un masque terrifiant de pure colère et de dégoût, une vision choquante. Ses traits juvéniles sont déformés par un cri silencieux, exprimant une fureur bien au-delà de son âge. Avec une force inattendue, Simon arrache violemment une petite fille effrayée des bras d'un homme, ses yeux à elle, grands ouverts de peur. Ce moment puissant reste suspendu dans l'air, un acte silencieux de défi face à une obscurité invisible. Dans la salle de cinéma faiblement éclairée, une tension silencieuse pèse lourdement dans l'air. Le regard d'un homme, fixe et intense, perce l'obscurité, entièrement braqué sur Simon. Simon, pris au piège, le regard troublant de l'homme lui fait ressentir tout le poids d'une confrontation silencieuse et indéchiffrable. L'homme reste immobile, tel une statue d'observation silencieuse, ses yeux porteurs d'un message inavoué. Aucune intervention, aucun geste, juste ce verrouillage glaçant des regards, créant une connexion électrique et troublante. La lumière tamisée du cinéma amplifie le drame silencieux, chaque seconde s'étirant en une éternité de défis muets. Un cri à glacer le sang brise le silence de la salle, son écho glaçant résonnant dans l'espace faiblement éclairé. L'air crépite d'une énergie surnaturelle alors qu'un feu terrifiant éclate autour du corps de l'homme. Les flammes l'engloutissent en un instant, peignant l'écran d'une lueur effrayante et incendiaire. L'enfer fait rage, projetant des ombres dansantes sur les visages horrifiés du public. Les lumières du cinéma clignotent, plongeant la salle dans une réalité brutale et terrifiante. Des visages paniqués sont illuminés, les yeux écarquillés par une peur primitive, reflétant l'horreur qui se déroule.
Les gens enjambent les sièges, une marée humaine désespérée, trébuchant et se bousculant dans une ruée chaotique. Une lutte frénétique pour atteindre les sorties commence, un combat désespéré et acharné pour survivre. Du fond de la salle, une fumée épaisse et âcre commence à s'enrouler, de façon inquiétante, formant un linceul étouffant. L'air devient lourd, envahi par une fumée suffocante, une présence tangible d'angoisse dans la salle de cinéma assombrie. La lumière vacillante de l'écran projette une lueur étrange sur le visage de Simon alors qu'il tire la petite fille par la main. Sa poigne est ferme, la guidant vers Sarah, une urgence troublante dans sa démarche. Sarah reste figée, les yeux écarquillés, sous le choc, un cri silencieux emprisonné en elle. L'horreur qui se déroule devant elle est trop immense pour être comprise, son esprit n'est plus qu'une toile blanche de terreur. Elle est une statue de désespoir, prise dans le cruel projecteur d'un cauchemar indicible. Dans la salle de cinéma, une foule paniquée se rue, une vague de terreur balayant l'espace autrefois paisible. Simon, phare d'une détermination désespérée, serre la main d'une petite fille luttant contre le flot humain vers la sortie. Eric et Lily sont pris dans l'exode chaotique, la peur gravée sur leur visage alors qu'ils sont entraînés. Sarah, toujours sous le choc, est un fantôme parmi les vivants, les yeux écarquillés alors que la foule l'engloutit. Le groupe lutte. Une unité fragile face à la force écrasante de la fuite paniquée, chaque seconde est un combat pour survivre. L'entrée principale du cinéma, béante, telle une gueule sombre face à la lumière du jour, laisse deviner un drame invisible à l'intérieur. Une sirène lointaine perce l'air, de plus en plus forte, de plus en plus proche, annonçant un chaos imminent. Les gyrophares clignotent violemment alors que les camions de pompiers et les voitures de police convergent, leur urgence projetant la scène dans un contraste saisissant. L'entrée autrefois paisible du cinéma est désormais un maelstrom de lumière clignotante et de sirènes hurlantes, un spectacle de crise en train de se dérouler. Sur le parking du cinéma baigné de soleil, Sarah fait face à Simon, sa voix tremblante d'une supplique urgente et muette. Ses yeux, grands ouverts et scrutateurs, plongent dans les siens, avides d'une vérité que lui seul peut révéler. De quoi s'agissait-il tout ça? Existe-t-elle? Les mots tranchants, mêlés de confusion et de douleur. Son regard se durcit. Qui est cette petite fille? Que s'est-il passé là-bas? Les questions restent suspendues dans l'air, écho désespéré dans cet espace vaste et silencieux. Le soleil brûlant chauffe le parking du cinéma, créant des vagues de chaleur scintillante qui déforment l'air. Le visage de Simon, habituellement rayonnant d'une innocence juvénile, est désormais marqué d'une sévérité glaçante, son regard fixe et sans ciller. Et assiégé. Sentinelle silencieuse sous le soleil écrasant, son expression est un masque de détermination sombre. Sa voix, basse et intense, révèle un secret obscur. Cet homme n'est pas son père, mais son beau-père, et il lui a fait beaucoup de mal, si tu vois ce que je veux dire. Au milieu du chaos du parking du cinéma, un policier et un pompier apparaissent, leur présence apportant un souffle de calme. Le professionnalisme du policier tranche avec la confusion ambiante, son regard reste ferme alors qu'il s'approche de Sarah et des enfants. Sarah, le visage marqué par l'inquiétude, serre les enfants contre elle, tandis que la voix de l'agent résonne avec une question simple et rassurante. « Est-ce que tout le monde va bien ?» demande le policier, ses mots faisant office de bouée de sauvetage dans l'après-coup troublant. Elle lutte pour garder son calme, la terreur récente se lisant sur ses traits, en contraste frappant avec son attitude posée. L'air vibre sous l'urgence croissante d'une sirène qui approche, ce qui amplifie la tension de la scène. Sarah prend la parole, sa voix mêlant soulagement et choc persistant. « Oui, merci. Juste une frayeur. » Elle fait un geste pour clarifier la situation. « Cette petite fille n'est pas la mienne. Je pense que l'homme avec elle est celui qui a pris feu. » Dans une dernière déclaration épuisée, elle raconte leur fuite désespérée. Nous l'avons sortie avec nous. Sous le soleil éclatant d'un parking de cinéma, un policier chevronné apporte une présence rassurante aux côtés d'une Sarah bouleversée. Le souffle de Sarah reste court et saccadé, son épreuve se lit sur son visage, tandis que le policier lui tapote l'épaule. Non loin de là, une petite fille, immobile et absente, est assise sur le trottoir, les yeux grands ouverts et dans le vague. Les tentatives douces du policier pour l'entrer en contact avec l'enfant ne rencontrent qu'un silence étrange, son regard restant lointain et perdu. Auprès de Sarah, le policier dit avec une profonde gratitude « C'était très courageux de votre part. Vous lui avez probablement sauvé la vie. » Sur le parking du cinéma, un agent se tourne vers Sarah,
une question glaçante sur les lèvres. Une vague de panique glaciaire submerge Sarah alors qu'elle prend pleinement conscience de ce que signifie l'implication de la police. La voix de l'agent, ferme mais polie, tranche dans l'air. « Pouvez-vous venir avec nous pour que nous puissions recueillir votre déposition ?» Les yeux de Sarah s'écarquillent, son souffle se bloque dans sa gorge alors que le monde semble basculer. Sur le parking du cinéma, le visage de Sarah est pâle, marqué par une angoisse contenue, son regard allant de l'agent à ses enfants. Ses enfants se blottissent les uns contre les autres sur la banquette arrière, leurs petites silhouettes lançant un appel silencieux à la protection. Les mains de Sarah se crispent et se desserrent, une tentative désespérée de gagner du temps et de dissimuler sa panique grandissante. Elle supplie l'agent. « S'il vous plaît, mes enfants sont sous le choc et j'aimerais les ramener à la maison. » Est-ce qu'on peut le faire demain ? Sur le parking du cinéma, l'agent se tient devant moi, son expression polie mais inflexible. Son regard est ferme, une insistance silencieuse plane dans l'air. « Je suis désolé, mais nous devons le faire maintenant, tant que le souvenir est encore frais, » déclare l'agent. Sa voix est calme et nous ne savons pas qui est la petite fille. Il poursuit, ses mots chargés d'un lourd poids. Il se penche légèrement, une supplique dans le regard et ajoute « S'il vous plaît, cela ne prendra que quelques minutes. » La détermination inébranlable de l'agent montre bien qu'il n'est pas question de refuser. Sarah, les épaules affaissées, pousse un profond soupir. Un aveu silencieux de son destin plein dans l'air. Elle rassemble doucement ses enfants, les serrant contre elle, leurs petits corps fragiles cherchant du réconfort. Ils avancent en une procession sombre, suivant l'agent jusqu'à sa voiture de patrouille. Chaque pas est alourdi par des fardeaux tus. L'air autour d'eux semble épais, chargé du secret qui pèse sur chacun des gestes de Sarah. Une tristesse palpable règne dans l'habitacle austère de la voiture de police, le visage de Sarah baigné par la lueur inquiétante de l'écran de son téléphone. Elle parle à voix basse, d'un ton pressant, sa voix n'étant qu'un fragile murmure dans le silence du véhicule. Ses yeux, grands ouverts d'une anxiété désespérée, lancent des regards nerveux vers le rétroviseur, cherchant un signe de réconfort ou de danger. Elle dit soigneusement une explication vague pour son père, ses mots dansant délicatement autour de vérités inavouées. Chaque syllabe est choisie avec précision, omettant toute trace de l'implication périlleuse de Simon. Un secret gardé précieusement dans le hall animé du commissariat. Le capitaine, un homme d'une cinquantaine d'années, fait un geste en direction de son bureau. Son attitude à la fois sévère et bienveillante invite Sarah à le suivre, un ordre silencieux dans son regard. Il se tourne ensuite vers les enfants, leur indiquant d'un geste doux qu'ils doivent attendre sur un banc tout proche. Les enfants s'installent sur le banc. Leurs petites silhouettes contrastent douloureusement avec l'urgence qui règne dans le commissariat. Dans le couloir stérile du commissariat, le regard de Sarah croise celui de Simon, un avertissement silencieux et puissant passant entre eux. Son regard glisse alors vers Eric et Lily, un coup d'œil bref mais intense. Sa voix tranche la tension, un ordre sec. Ne bougez pas d'un cil. Cette dernière consigne, ferme et inébranlable, résonne. Surveillez-le attentivement. Le capitaine s'assit en face de Sarah, incarnation du calme rassurant, désignant subtilement une porte, promettant la sécurité. Sa voix, douce comme un baume, la rassure. Ne vous inquiétez pas. Un agent veillera sur eux. Son regard se fait plus perçant, fixé intensément sur Sarah, alors que le véritable interrogatoire commence. La voix du capitaine tranche la tension. Alors que s'est-il passé au cinéma ? Dans un bureau austère, l'air est lourd, imprégné de l'odeur du vieux papier et de la poussière oubliée. Sarah est assise bien droite, le regard fixe, prête à dérouler un récit d'héroïsme soigneusement élaboré. Elle raconte l'enfer, la bousculade chaotique et son sauvetage héroïque de l'enfant. Chaque mot, un trait délibéré, sa voix tisse une tapisserie de courage, omettant soigneusement toute mention du véritable rôle de Simon. Une secrétaire, au visage fermé, saisit chaque syllabe, sa plume griffonnant un rythme implacable de transcription. La vérité remodelée, une nouvelle histoire forgée dans l'intensité feutrée de la pièce, dans le bureau austère du capitaine. L'air crépite d'une tension inavouée, un poids palpable qui s'abat. Sarah est assise en face de lui, son regard inébranlable, un défi silencieux dans ses yeux déterminés. La voix du capitaine est tranchante, inquisitrice. Connaissiez-vous cet homme ou cette petite fille auparavant, ou connaissez-vous son nom ?
La réponse de Sarah est ferme. Non, nous venons rarement dans ce théâtre, et je ne l'ai jamais vu. Le capitaine est assis à son bureau en bois usé, une pile de papier devant lui, son regard ferme tandis que Sarah lui fait face, une pointe d'épuisement dans sa posture. Il désigne un document sur le bureau, un ordre silencieux dans le regard, tout en déclarant « J'apprécie vraiment votre aide ». D'un doigt appuyé, il ordonne « Veuillez signer ici ». La voix de Sarah résonne. J'utilise mon nom de jeune fille et l'adresse de mes parents à Chicago. Un petit mensonge pour les protéger, pour que nous restions cachés. Dans un couloir austère du commissariat, 2 policiers montent la garde, raides devant la porte d'un bureau. Entre eux, un homme menotté, les épaules affaissées, la tête baissée, incarne la défaite totale. Simon, à quelques mètres de là, observe la scène lugubre, le regard fixe. D'un pas délibéré, Simon s'avance vers l'un des policiers, une tension silencieuse montant. Dans le couloir austère du commissariat, le jeune Simon se tient là avec une confiance inattendue et inébranlable. Il fixe un officier en uniforme du regard, sa petite taille dissimulant une détermination puissante. Le policier, pris au dépourvu par l'intensité de l'enfant, s'arrête, une lueur de surprise dans les yeux. La voix de Simon brise le silence. Une question claire et résonnante. « Monsieur l'agent ?» Le policier, retrouvant son calme, répond avec une pointe de curiosité. « Oui, gamin ? Qu'est-ce que tu veux ?» Dans le couloir aseptisé du commissariat, un léger bourdonnement emplit l'air, masquant une tension croissante. Simon, le visage fermé par la défiance et l'urgence, désigne avec agitation un homme tout proche. Sa voix, tranchante et accusatrice, perce le bruit ambiant. Cet homme-là n'est pas le meurtrier. Le meurtrier s'appelle John Bender, et c'est aussi un policier, déclare Simon. Ces mots résonnent de façon inquiétante. Dans le couloir austère du commissariat, Eric réagit avec une rapidité fulgurante, entraînant Simon loin du groupe stupéfait. Sa main se plaque sur la bouche de Simon, étouffant les mots inattendus qui viennent de s'échapper. Les policiers et le suspect se figent, les yeux écarquillés, partagés entre l'incrédulité et la confusion. La révélation soudaine de Simon plane dans l'air, véritable onde de choc dans le couloir. Leurs visages forment un tableau mêlant surprise et perplexité, tentant d'assimiler cette vérité inédite. Un silence tendu s'installe, seulement troublé par les questions muettes qui se lisent dans tous les regards. Sarah sort du bureau du capitaine, ses yeux balayant le couloir animé du commissariat, une tempête d'inquiétude grondant en elle. Son regard se fixe sur Simon, debout au milieu d'un groupe de policiers en uniforme, sa petite silhouette tranchant avec leur présence imposante. Une vague d'inquiétude maternelle submerge Sarah, qui accélère le pas, déterminée à le rejoindre. Elle serre Simon dans ses bras, une étreinte protectrice destinée à le préserver de la tension palpable qui règne dans l'air. Son geste est une supplique silencieuse, une tentative d'apaiser le drame tacite qui se joue autour d'eux. Dans ses bras, Simon trouve un refuge éphémère. Inconscient des angoisses muettes qui tourbillonnent autour de sa protectrice, le couloir aseptisé du commissariat vibre d'une énergie bureaucratique sourde, en contraste frappant avec le drame humain qui s'y déroule. Le visage de Sarah, masque d'épuisement et de maîtrise forcée, trahit le lourd tribut des événements récents. Elle s'adresse à 2 agents en uniforme, ses mains désignant discrètement une pièce au loin. Au loin, la silhouette fragile d'un enfant se dessine, témoignage silencieux de l'accident. Sarah offre une explication discrète et douloureuse. « Désolé, mon fils est un peu perdu à cause de l'accident. » Dans un couloir aseptisé du commissariat, le capitaine sévère, impeccable dans son uniforme, fait un geste d'autorité muet. Un agent acquiesce, puis fait signe à Sarah et à ses enfants de le suivre, leur visage marqué par le soulagement. La famille se dépêche, leurs pas s'accélèrent, impatients de fuir le silence oppressant du commissariat. Ils disparaissent, laissant derrière eux cet espace froid et impersonnel, une urgence palpable dans leur fuite précipitée. Dans le bureau du capitaine, celui-ci se tourne vers 2 agents, le visage figé dans une nonchalance feinte. Un éclair d'inquiétude plus profonde trahit son calme apparent, laissant deviner une inquiétude inavouable. Son regard, perçant et scrutateur, se pose sur les agents, exigeant des explications. L'air crépite d'une tension non dite lorsqu'il prend enfin la parole, sa voix tranchant le silence. Qu'est-ce que c'était que ça ?
demande-t-il, la question pesant lourdement dans l'atmosphère tendue. Dans le bureau du capitaine, un agent se tient seul, le visage marqué par une histoire incroyable. Le capitaine, figure d'autorité, écoute attentivement. Un profond froncement de sourcils creuse des rides de scepticisme sur son front. L'air crépite d'une tension non dite alors que l'agent commence son récit incroyable. Il déclare Vous n'allez pas le croire, capitaine !» Sa voix baisse d'un pan. Le gamin est venu nous voir et a dit que ce type n'est pas coupable. Il conclut avec conviction et il n'a pas tué la femme. Dans le bureau du capitaine, la voix de l'agent reste posée alors qu'il annonce une nouvelle stupéfiante. Le capitaine écoute, le visage impassible, ne laissant transparaître aucune de ses pensées. Les paroles de l'agent pèsent lourdement dans l'air. Il a dit qu'un type du nom de John Bender est le meurtrier. La révélation fait l'effet d'un choc glaçant, alors que l'agent ajoute « et qu'il est aussi policier ». Un silence profond s'installe, alourdissant le poids de l'accusation. Le capitaine, le visage impassible dans son bureau, subit la pression. Il fait un geste de la main, l'air agacé, un léger froncement de sourcils apparaissant alors qu'il s'enfonce dans son vieux fauteuil en cuir. Il tente de balayer la déclaration de Simon, la réduisant à une simple fantaisie d'enfant. Sa voix est teintée d'un certain mépris. Ce n'est qu'un gamin de 8 ans. N'y prêtez pas attention. Ces mots restent en suspens dans l'air, signe évident de son mépris pour la situation. Dans le bureau du capitaine, l'atmosphère est chargée d'une tension non dite. L'officier, son visage, impassible et sceptique, se penche en avant, son regard fixé sur une silhouette invisible, les yeux plissés, cherchant un indice de vérité. Dans l'histoire, il vient d'entendre une seule question qui plane lourdement dans l'air, remettant en cause la trame même du récit. La voix de l'officier brise le silence. Alors, comment savait-il pour le meurtre de la femme et le nom de cet officier? Son regard inébranlable exige une réponse, cherchant à percer le mystère. À chaque seconde qui passe dans son bureau, le capitaine se penche en avant, l'air pensif, un léger sourire flottant sur ses lèvres. « Peut-être t'a-t-il entendu en parler ?» murmure-t-il, le regard lointain, perdu dans ses pensées. « Et il a probablement retenu le nom grâce au film qu'il vient de voir », ajoute le capitaine, une lueur complice dans le regard. Il conclut avec un sourire doux. Les enfants ont une imagination débordante. L'officier commence à protester, une lueur de défi dans les yeux. « Mais chef, commence l'officier, la voix teintée d'urgence. « J'ai dit, bah laisse tomber. » Le capitaine aboie, son ordre claque comme un piège d'acier. Son ordre final, inflexible, plane dans l'air, tel un verdict glaçant. « Emmenez-le en seul. » Le capitaine reste seul à son bureau, le silence du bureau amplifiant la vérité dérangeante des paroles de Simon. Une froide prise de conscience se lit sur son visage. Ses yeux s'écarquillent d'horreur naissante. Son esprit s'emballe. Une tempête de pensées affolées relie la déclaration de Simon à ses propres secrets sombres, jalousement gardés. Une toile glaçante de méfaits passés, longtemps enfouis, menace de se défaire sous ses yeux. Le poids de son histoire cachée s'abat sur lui. Un cri silencieux, prisonnier de son corps figé. Dans un bureau baigné de soleil, le capitaine et l'officier de police, John Bender, se penchent l'un vers l'autre. Leurs visages portent la gravité du crime. Leurs voix basses emplissent l'air, une tension palpable alors qu'ils s'enfoncent dans les détails sombres de l'affaire. Non loin de là, l'amante du capitaine se tient debout, sa posture changeant subtilement, chaque nerf en alerte face à leur conversation clandestine. Ses yeux vont et viennent, captant des bribes de leurs paroles, reconstituant peu à peu le sombre puzzle de leur discussion. Le capitaine est assis seul, un verre de whisky à moitié vide devant lui. Son visage, habituellement impassible, est maintenant marqué par une profonde inquiétude, contraste saisissant avec son attitude habituelle. Il consulte sa montre avec impatience, le tic-tac du temps amplifiant son anxiété grandissante dans le silence du bar. Chaque seconde qui passe creuse un peu plus les rides de son visage, révélant un profond combat intérieur. Le silence oppressant du bar ne fait qu'amplifier son tourment intérieur, une sensation palpable d'effroi planant lourdement. Bender, un homme robuste, entre d'un pas assuré dans le bar crasseux, sa présence dominant aussitôt l'espace faiblement éclairé. Son regard, vif et calculateur, balaie la salle spos à la recherche d'une cible précise. Ses yeux se posent sur le capitaine.
Une immobilité prédatrice marque chacun de ses mouvements alors qu'il s'avance. Le capitaine lève les yeux, un éclair de soulagement luttant avec une irritation profonde dans son regard fatigué. La silhouette imposante de Bender comble le vide, l'air chargé d'une tension muette entre les deux hommes. Bender traverse le bar, une brume de bière éventée et désespoir flottant dans l'air. En direction de la table du capitaine, ce dernier désigne une chaise vide, une invitation silencieuse à cette rencontre tendue. Bender s'assied. Une fausse tranquillité dans sa posture, ses yeux de prédateur, vifs et calculateurs. Le capitaine se penche en avant, sa voix basse et pressante, révélant à Bender le problème glaçant. Le visage de Bender reste impassible, indéchiffrable, tandis que le capitaine évoque l'accusation d'un enfant. Un léger serrage de la mâchoire de Bender, un infime tremblement, trahit la tension contenue sous son calme apparent. Dans un bar crasseux, imprégné de bière, Bender s'adosse, un sourire en coin sur les lèvres, totalement indifférent aux accusations. Ses yeux, froids et calculateurs, ne laissent transparaître aucun remords lorsqu'il parle. Une inquiétante sérénité dans la voix. Il fait un geste désinvolte de sa main sale, racontant des horreurs comme s'il s'agissait de corvées banales. Aucun témoin dans les Everglades. Un aveu glaçant s'échappe de ses lèvres. J'ai oublié la tête et une main de Nancy. De petits oublis. Dans le bar crasseux, le capitaine, un homme marqué par la lassitude, sort de sa poche un papier froissé, le regard lourd de fardeaux inavoués. Il tend le papier à Bender, dont les yeux, perçants et calculateurs, percent la pénombre. La voix du capitaine, un grondement sourd empreint d'une conviction troublée, souligne la foi inébranlable de l'enfant, un détail qui le hante visiblement. Il insiste sur la foi inébranlable de l'enfant, un détail qui pèse manifestement lourd sur lui. Bender prend le papier, ses yeux parcourant les informations, son visage figé dans une intense concentration. Ce sont les informations concernant Sarah Adler, la mère de l'enfant. Et putain, ce gamin en est persuadé, Les yeux de Bender, vifs et scrutateurs, parcourent les mots imprimés, s'arrêtant sur déclaration et vieil homme avec une reconnaissance glaçante. La voix du capitaine dégouline de cruauté désinvolte, dressant le portrait terrifiant d'un pédophile consumé par une combustion interne. Un bouc émissaire bien commode, une affaire bâclée avec brutalité, la perversité du système exposée au grand jour pour que Bender en soit témoin. La volonté glaçante d'accuser un innocent plane lourdement comme un voile étouffant sur le bar crasseux. Dans le bar sombre et sale, Bender serre le papier, le front plissé de questions muettes à l'adresse du capitaine. Le visage du capitaine est un masque de détermination sombre, ses yeux lointains perdus dans une pensée troublante. La voix de Bender brise le silence. Et maintenant, capitaine, quelle est la prochaine étape ? D'un geste vif et décidé, le capitaine se retourne, ses mots glaçants. Je n'aime pas tuer des enfants, Bender. Sa voix tombe dans un murmure grave. On enquête, et si on n'a pas le choix, on fait passer ça pour un accident. Le capitaine sort rapidement, laissant Bender seul face au poids écrasant de leur nouvelle réalité sombre. Bender reste seul, le verre de whisky à moitié vide, témoin silencieux de ses pensées qui se délitent. Le départ brusque du capitaine laisse un goût amer, alimentant une paranoïa grandissante dans l'esprit de Bender. Il serre les informations sur Sarah Adler, ses yeux cherchant des indices, un soupçon tenace commençant à germer. L'adresse de Chicago saute aux yeux. Un détail frappant au milieu de l'absence flagrante de numéro de plaque d'immatriculation. La confiance de Bender envers son partenaire s'effrite à chaque seconde, le whisky n'apaisant en rien son malaise. Dans les profondeurs crasseuses d'un bar miteux, la main de Bender surgit, serrant un téléphone jetable, symbole de son existence dans l'ombre. Il compose le numéro inscrit sur un papier froissé. L'anonymat du téléphone. Une promesse silencieuse d'opération clandestine. L'appel retentit. Un écho creux, sans réponse, dans l'air enfumé. Chaque sonnerie amplifie la tension. Pas de messagerie. Juste une impasse. Un vide numérique engloutit sa tentative désespérée de contact. Une lueur de frustration traverse le visage de Bender. Une révélation brutale de ses soupçons grandissants. Ses yeux se plissent. Ses pires craintes se confirment. Ce n'est pas juste un appel manqué. C'est un piège minutieusement orchestré. Ses doigts composent un numéro avec une urgence maîtrisée, chaque geste chargé d'une supplique silencieuse et désespérée.
Il porte le téléphone à son oreille, sa voix se fait murmure autoritaire, exigeant une localisation. Il lance d'une voix sèche la demande de localisation du numéro, le mot urgent résonnant lourdement dans l'air. L'appel se termine brusquement. Et le regard de Bender se tourne brusquement vers l'entrée du bar, tel un prédateur scrutant son territoire. Un tic nerveux s'agite sous son œil gauche, un tremblement révélateur trahissant la tension brute qui s'enroule en lui. Bender répond sèchement, le visage fermé par l'irritation, tout en écoutant avec attention. Une révélation glaçante. Le numéro appartient à un téléphone jetable intraçable. Sa batterie retirée, les yeux de Bender se plissent, une froide angoisse s'insinuant dans ses os. Alors que la paranoïa s'empare de lui, la puanteur du piège devient insupportable, un nuage sinistre envahissant ses pensées. Il imagine le capitaine, un fantôme traître, conspirant avec le FBI, une trahison pure et simple. L'inquiétude palpable du capitaine entre en conflit avec l'histoire invraisemblable, alimentant l'inquiétude grandissante de Bender. Son esprit s'emballe, tentant de concilier les détails impossibles avec la réaction étrange du capitaine. Le bar crasseux semble se refermer sur lui. L'air est lourd, chargé de doutes inavoués et de menaces qui planent. Dans le bar crasseux, Bender s'affale sur une table poisseuse, le poids palpable de la décision gravé sur son visage. Il sort un téléphone jetable dont l'anonymat contraste fortement avec la gravité de l'appel qui s'apprête à passer. Chaque sonnerie résonne dans le bar, amplifiant la tension alors que Bender compose le numéro de son contact au FBI, Jerry. Une prière silencieuse flotte dans l'air. Un geste coûteux fait avec une confiance implicite dans la discrétion de Jerry. Dans le bar crasseux, Jerry décroche. Sa voix grave et rocailleuse trahit son agacement face à cette intrusion, tandis que l'appelant reste anonyme. Lorsque John exige l'adresse de Sarah Adler à Chicago, un silence tendu s'installe. L'urgence de la demande de John est palpable. Ces mots percent le vacarme du bar, soulignant le besoin immédiat de cette information. L'exigence d'une réponse rapide laisse Jerry visiblement troublé et méfiant. Dans un bar faiblement éclairé, la voix de Bender, grave et sourde, adresse à Jerry une demande cruciale, son ton empreint d'urgence. À la lueur douce d'une unique lampe, des ombres dansent sur les murs, tandis que Sarah Adler fait les 100 pas, son anxiété palpable. Son père, figure rassurante, l'observe depuis un fauteuil, son regard à la fois attentif et inquiet. La voix de Sarah est tendue d'inquiétude. « Je te le dis, papa, les accusations de Simon sont graves. Ce n'est pas juste un malentendu. » Son père répond avec douceur. « Je comprends ton inquiétude, ma chérie, mais ne tirons pas de conclusions hâtives. Mais s'il y a vraiment un danger, et s'il avait raison ?» insiste Sarah, sa peur résonnant dans la pièce silencieuse. Sarah se lève du canapé, ses gestes feutrés. Un adieu silencieux à la lumière du jour qui s'éteint. Elle se penche, dépose un tendre baiser sur le front de son père, à un moment de connexion silencieux. Le calme qui règne dans la maison Adler n'a rien de paisible, c'est un prélude tendu à un drame qui se prépare. La lumière du matin transperce la maison Adler. Pourtant, les yeux de Sarah restent lourds, trahissant une nuit de tourments sans sommeil. Sa voix, un murmure venu de l'intérieur, fait écho à sa supplique désespérée. Il faut que tout s'apaise. L'espoir d'une seule journée de paix flotte dans l'air. Un vœu fragile face à la douce lueur du matin, rien que pour aujourd'hui. Dans la chaleureuse maison Adler, la lumière du soleil éclaire la poussière, des particules dansant dans l'air, tandis que Sarah, pleine de vie et déterminée, fait face à ses grands-parents. Une tension subtile sous-tend le calme de Sarah lorsqu'elle propose « Et si on prenait la caravane pour aller à Key West, juste pour un moment ?» Un peu de changement d'air. Jacob, confortablement installé sur un canapé ancien, réfléchit à voix haute. « Key West, tu dis ? Ça ressemble à une aventure. » Et Esther d'ajouter « J'adorerais ça, ma chérie. » Dan, appuyé contre l'encadrement d'une porte, observe avec un vif intérêt, puis intervient. « Comptez sur moi. Je suis toujours partant pour un road trip. » Eric, Lily et Simon descendent le grand escalier, leurs pas résonnant doucement dans la maison Adler. Sarah se tient en bas, le visage illuminé d'un sourire éclatant et communicatif, tandis qu'elle fait de grands gestes enthousiastes. Sa voix résonne. Devinez quoi, les enfants ? Nous partons à l'aventure, un voyage improvisé à Key West. Les yeux de Lily s'écarquillent d'excitation, un sourire malicieux flottant sur ses lèvres alors qu'elle jette un regard à Simon.
Elle s'exclame. Key West? Sérieusement? Ça va être tellement génial! La petite silhouette de Simon, raide de mécontentement, jette un nuage d'orage sur la pièce tandis qu'il arpente la salle, débordant d'une énergie nerveuse. Sa jeune voix, bien que faible, porte un poids troublant de maturité, réduisant les adultes au silence. Il les confronte directement, les yeux brûlants d'un regard féroce et précoce. Le voyage ne leur donnera que le temps de nous retrouver, déclare Simon, ses mots planant lourdement dans l'air. Dans la maison des Adler, Simon, un garçon de 8 ans, se tient avec un calme saisissant, le regard inébranlable. Sa voix, bien que juvénile, porte une conviction ferme, reflet d'une compréhension mature au-delà de son âge. Il suggère, avec une détermination tranquille, que nous devrions rester ici, à la maison. Ses yeux expriment une foi profonde et innocente, alors qu'il affirme « Nous n'avons rien fait de mal ?» Dans la maison des Adler, Sarah observe Simon. Son visage est une toile où se mêlent de profondes émotions. L'étonnement et l'admiration brillent dans ses yeux, laissant deviner un lien profond et indicible. Une ressemblance trouble avec David. Le père décédé de Simon refait surface dans son esprit, ravivant d'anciennes blessures. David, un homme que Sarah a aimé passionnément, dont le souvenir se mêle désormais à la présence de Simon. La suggestion de Lily résonne, la conviction s'ancre peu à peu en Sarah. Simon est la réincarnation de David. Une révélation s'impose, ancrant cette conviction extraordinaire dans le cœur de Sarah. Dans la maison des Adler, Sarah s'agenouille, les yeux brillants d'une révérence nouvelle. Pour la première fois depuis sa naissance, elle embrasse doucement le front de Simon, une tendresse profonde dans son geste. Elle hoche la tête, reconnaissant silencieusement sa sagesse, un sourire fragile effleurant ses lèvres. Elle poursuit, le regard fixé sur lui. Mais profitons quand même de ces 2 jours ensemble. Le visage de Simon s'adoucit en un sourire chaleureux, témoignage silencieux de la profonde confiance de sa mère en ses choix. Lily, petite silhouette tendre, s'approche de lui. Sa présence, phare d'une affection innocente, elle tend les lèvres et effleure délicatement sa joue d'un baiser léger et affectueux. Ce geste inhabituel, murmure de tendresse, résume parfaitement leur lien unique et plein d'amour. « Je t'aime, Pata ». À l'intérieur de la maison Adler, un sourire en coin flotte sur les lèvres d'Eric, tandis qu'il ébouriffe les cheveux de Simon avec malice. Une lueur de ressentiment, à peine dissimulée, danse au fond des yeux d'Eric, trahissant sa façade enjouée. Il tapote la tête de Simon, un geste mêlant affection et une subtile domination troublante. Sa voix dégouline d'une admiration feinte. « Eh bien, regarde-toi, l'aîné désormais. » Un ton moqueur colore ses paroles alors qu'il poursuit. « Notre nouveau chef, » conclut-il d'un ton doux, presque condescendant. « Quel petit génie !» La famille Adler se rassemble autour de la table du petit déjeuner, une façade de bonne humeur dissimulant à peine une tension palpable. Marie se déplace avec une efficacité rodée, ses mains rassemblant rapidement l'essentiel pour leur prochain voyage à Key West. John imite ses gestes, partenaires silencieux dans leur rituel bien rodé d'avant-départ. Malgré leur sourire forcé, le malaise sous-jacent transparaît dans leurs gestes précipités. Les préparatifs pour le paradis tranchent nettement avec la tempête silencieuse qui couve au sein de la famille. Dans la maison des Adler, l'air est lourd de tensions non dites. Simon se tourne vers sa mère, une lueur d'espoir dans la voix. Ses yeux, assombris par les soucis de la journée, croisent les siens alors qu'il demande « Est-ce que John peut venir avec nous ?» Il insiste, un accord tacite passant entre eux, sachant que la présence de John changerait tout. Simon ajoute « Il est comme moi, tu sais. » Lui non plus n'est pas vraiment fan de l'école. Un secret partagé. Sous un soleil éclatant, Sarah et Simon marchent côte à côte vers la maison du voisin. Leurs longues ombres s'étiraient devant mai. Sarah hoche subtilement la tête, acquiesçant silencieusement à la demande de Simon. Son expression mêle approbation et émotion inexprimée. Un accord tacite s'établit entre eux, affirmant la fragilité de leur amitié. Une tension invisible pleine dans l'air, un courant sous-jacent silencieux sous leur façade calme. Leurs pas sont mesurés et chaque foulée témoignant silencieusement du lien complexe qui les unit. La porte de la Bentley House s'ouvre. « Révélant, monsieur. Bentley. » Bentley accueille chaleureusement Sarah, le visage rayonnant, avec un sourire amical. Il s'adresse à elle en l'appelant madame. Adler, une formalité subtile dans son accueil.
Son regard se porte ensuite sur Simon, qu'il salue avec la même bienveillance insouciante. Mais Bentley reste parfaitement inconscient des angoisses cachées qui entourent ses visiteurs. Sarah, le visage grave, explique leur voyage impulsif à Key West. Sa voix emplie d'un espoir suppliant, elle raconte le désir de Simon que John se joigne à leur aventure. Une invitation silencieuse flotte dans l'air, ses yeux croisent ceux de monsieur. Bentley, une promesse muette de sécurité dans la caravane. Alors qu'elle le rassure, un léger sourire effleure ses lèvres, imaginant la joie du garçon. Sur la route ouverte, un voyage de découverte, la caravane invisible devient le symbole de leur escapade audacieuse, un havre de paix sur roue. Son expression sincère adoucit un plaidoyer silencieux pour la compréhension et l'acceptation de leur projet spontané. Bentley nous fait signe d'entrer, un sourire chaleureux illuminant son visage, ses yeux exprimant une approbation claire à notre égard, Simon et moi. Il se tourne vers eux, sa voix un grondement sourd, et dit « Entrez, je vous en prie ». Personnellement, j'en suis très content, mais je dois consulter ma femme à ce sujet. Depuis la cuisine, madame. Bentley apparaît, s'essuyant les mains avec un torchon. Un doux sourire s'épanouit sur son visage, ses yeux, chaleureux et accueillants, croisent les miens et ceux de Simon, rayonnant d'une affection sincère. Elle nous accueille d'une voix douce et chaleureuse. « Sarah, Simon, quel plaisir de vous voir !» Même à Paris, même la Sogne. Bentley se tourne vers sa femme, assise élégamment dans un fauteuil moelleux, et lui parle d'une voix douce et engageante. Le visage de Bentley s'illumine d'un sourire chaleureux, tandis qu'elle acquiesce volontiers, les yeux pétillants de joie. John entre dans la pièce, se tenant respectueusement, sa présence saluée par Madame. Le regard invitant de Burke. Bentley révèle que Sarah espérait que John pourrait se joindre à nous. Sa voix portait une lueur d'espoir subtil, Madame. Bentley rayonne. Ah, c'est merveilleux! Nous serions ravis de l'accueillir. John, mon chéri, aimerais-tu venir avec nous? John, les yeux brillants d'une joie pure, saute sur la pointe des pieds, rayonnant d'une énergie juvénile. Un sourire éclatant illumine son visage alors qu'il se tourne vers sa mère. Son excitation est palpable. Sa voix résonne. « Oui, j'adorerais venir. »« Merci, maman. Ça va être tellement amusant. » Son enthousiasme juvénile contraste fortement avec la tension subtile et silencieuse qui se lit sur les visages des adultes. Dans la grande maison Bentley, Madame Bentley, bienveillante mais ferme, se tourne vers John avec une consigne. Sa voix, douce mais ferme, lui donne une instruction. « John, mon chéri, prépare tes affaires. » Elle tourne alors son regard vers Sarah, lui indiquant chaleureusement un fauteuil qui l'attend. Avec un sourire poli, Bentley lui adresse une invitation. « Sarah, tu ne veux pas t'asseoir un instant ?» Sarah, cependant, décline poliment, restant concentrée sur les affaires de ses enfants. Sa détermination est évidente lorsqu'elle déclare « Merci, madame. Bentley, mais je dois vraiment finir de préparer les affaires de mes propres enfants. » Sarah se tourne vers Joel. Sa voix est calme, mais ses yeux trahissent une urgence cachée. « Viens quand t'es prête, Joel. » Ouais. Elle tend la main à monsieur. Bentley lui offrant une poignée de main polie, presque trop amicale, une tension subtile flottant dans l'air. Sarah et Simon se retournent et s'éloignent, leur départ rapide et déterminé. Les sourires qu'ils affichaient il y a un instant s'effacent alors qu'ils tournent au coin, révélant leur véritable intention. Le soleil tape sur l'asphalte sans fin, tandis que la caravane file sur l'autoroute. Laissant la ville derrière eux, la silhouette de Chicago rétrécit dans le rétroviseur, symbole de leur passé qui s'efface à chaque kilomètre. À l'intérieur, les sourires de la famille sont trop éclatants, fragiles vernis dissimulant leurs angoisses inavouées alors qu'ils s'engagent dans ce voyage. Le paysage se brouille en traînées de couleurs, une échappée fugace à leurs soucis alors qu'ils roulent vers l'inconnu. Le silence de la voiture est brisé par la sonnerie stridente du téléphone de Bender, une intrusion soudaine. Il attrape le téléphone, les yeux plissés en voyant le nom de Jerry s'afficher sur l'écran. Une lueur de tension traverse son regard. La voix de Bender est sèche, une anticipation urgente perce dans son ton alors qu'il répond, se penchant en avant. Ses yeux scrutent la route, mais toute son attention est absorbée par l'appel, une intensité feutrée dans ses paroles murmurées. « Quelque chose pour moi ?» Dans la voiture de Bender, le doux ronronnement du moteur est interrompu par la voix de Jerry, une pointe d'amusement dans le ton. La voix de Jerry confirme que les données sont arrivées, une promesse de vérité cachée sur le point d'être révélée. L'invisible Jerry commence à tisser l'histoire de Sarah Adler, en commençant par sa naissance dans la ville animée de Chicago.
Il détaille méticuleusement ses origines, dressant le portrait de ses premières années à chaque mot prononcé. Le récit s'approfondit alors que Jerry révèle les noms de ses parents, ajoutant des couches au passé énigmatique de Sarah Adler. Chaque information est un coup de pinceau, formant peu à peu le portrait complet de la femme en question. Dans l'espace confiné de la voiture, la voix de Jerry continue de résonner. Un flot continu de révélations emplit l'air. Il dévoile les détails du mariage de Sarah avec David Hirsch, chaque mot étant un nouveau fil dans la tapisserie de sa vie. Bender, captivé, absorbe chaque mot de Jerry, son regard restant fixé. Jerry mentionne les parents de Sarah, Jacob et Rachel, aujourd'hui à la retraite à Sunny Boca Raton, en Floride. Les fragments d'informations commencent à se rassembler, dessinant une image plus nette dans l'esprit de Bender. Une tension silencieuse monte alors que le passé se dévoile lentement dans le présent. Dans la voiture de Bender, les mains de Jerry, floues d'énergie nerveuse, ponctuent ses paroles alors qu'il parle. Il énumère les prénoms des enfants de Sarah et David, Eric, Lily et Simon, chaque nom prononcé comme un lourd murmure. Sa voix baisse, résonnant d'un écho sombre, alors qu'il raconte le meurtre de David il y a 7 ans. Une tragédie se déroule. En tâchant le passé, alors que Sarah était enceinte de Simon, un secret encore à naître. La voiture vibre d'une tension inexprimée, tandis que Jerry, la voix basse, raconte des événements étranges et inexplicables. Il fait des gestes vagues, tentant d'exprimer l'impossible. Et puis les médecins ? Ils ont dit que t'étais parti. La voix de Jerry tremble d'incrédulité. Mort à la naissance. Mais ensuite, t'es simplement revenu, comme si de rien n'était. Ses yeux grands ouverts, emplis d'une supplique désespérée, croisent ceux de Simon dans le rétroviseur. Tout est lié, Simon. Ça ne peut pas être autre chose. Dans sa voiture, Bender reste plongé dans un profond silence, le poids de ses nouvelles révélations s'abattant sur lui. Son visage, auparavant marqué par la suspicion, commence à s'adoucir à mesure que la compréhension s'installe. Le nœud de tension qu'il tenait, craignant une trahison, commence lentement à se défaire. Un sentiment de soulagement enraye, remplaçant l'amertume d'une trahison supposée. Il comprend désormais les véritables intentions du capitaine. Aucun piège, seulement une complication imprévue et sincère. Le regard de Bender, autrefois méfiant, reflète maintenant une acceptation tranquille et une clarté de but retrouvée. Les yeux de Bender sont fixés sur la route sans fin devant lui, mais son esprit est perdu dans les échos obsédants de ses peurs passées. Il se souvient du froid nœud de paranoïa qu'il avait autrefois poussé à envisager des mesures extrêmes contre le capitaine. Le souvenir de sa propre suspicion le ronge, rappel brutal du stress incessant de leur vie criminelle. À l'intérieur de la voiture de Bender, la voix métallique de Jerry résonne. Une pensée finale, achevant un puzzle complexe. Le visage de Bender, autrefois assombri, rayonne désormais de la lumière d'une clarté nouvelle. Une révélation silencieuse qui se déploie. Un hochement de tête lent et délibéré confirme sa compréhension. Un accord silencieux, réalisé avec la voix de l'invisible. La voix de Jerry, désincarnée mais percutante, s'immisce. Est-ce que cela répond à toutes tes questions ? Les lèvres de Bender s'étirent en un sourire entendu, sa voix est assurée. Oui, c'est le cas. La promesse flotte dans l'air, un pacte silencieux. Tu recevras ton paiement. Les doigts de Bender tapotent un rythme régulier sur le volant, une sorte de roulement de tambour silencieux accompagnant le tumulte de ses pensées. Un chemin clair s'ouvre désormais devant lui, une nouvelle raison d'avancer. Sa détermination s'enflamme. L'adresse de Boca Raton, une clé remise par Jerry, devient son unique et intense point de mire. La berline noire et élégante de Bender glisse dans les rues baignées de soleil de Boca Raton, tel un prédateur silencieux au pays de l'opulence. Ses yeux, vifs et calculateurs, scrutent minutieusement les vastes propriétés parfaitement entretenues. L'air est lourd et immobile, le seul bruit étant le bourdonnement à peine audible de son moteur. Un contraste saisissant et troublant entre le décor paisible et le sombre dessin qui hante ses pensées. Il roule lentement. Un chasseur observant sa proie. Sa présence, une ombre menaçante dans ce quartier lumineux et aisé. La voiture élégante de Bender glisse devant la maison des Hirsch, tel un prédateur silencieux observant sa proie. Le numéro 12 reste étrangement immobile, ses fenêtres, telles des yeux vides, ne trahissant aucun signe de vie à l'intérieur. La maison dégage un vide inquiétant, un signe évident que ses habitants sont introuvables.
Le regard de Bender, acéré et analytique, balaie la façade. Il scrute chaque détail. Il perçoit le silence, l'immobilité, les indices subtils d'une demeure abandonnée. Ses yeux, tels ceux d'un détective, absorbent les environs, à la recherche du moindre indice, du moindre trouble. La voiture de Bender glisse à travers le quartier de Boca Raton, ses yeux furetants cherchant d'éventuels observateurs cachés. Il fait le tour du pâté de maison avec la patience d'un chasseur, chaque virage étant un mouvement calculé dans un jeu silencieux. Son véhicule s'arrête, se fondant discrètement dans la rue paisible, une ombre parmi les maisons de banlieue. Avec une prudence maîtrisée, Bender sort de la voiture, ses gestes précis et délibérés. Son regard balaie les environs, vif et perçant, ne laissant rien passer. Une intensité prédatrice brille dans ses yeux, une déclaration silencieuse de sa présence. Les yeux de Bender parcourent les pelouses parfaitement entretenues de Boca Raton, une tapisserie de verdure impeccable. Des retraités s'occupent méticuleusement de rosiers éclatants, leurs mains agissant avec un soin expérimenté. D'autres se promènent le long des trottoirs impeccables, leurs chiens choyés trottant docilement à leur côté. Son regard se fait alors plus perçant, se posant sur la maison juste à côté de celle des Hirsch. Les Bentley, un couple dans la quarantaine, apparaissent, impeccablement vêtus pour une journée de shopping luxueux. Ils se dirigent vers leur voiture, image même du bonheur suburbain. Inconscient du regard attentif de Bender, une pensée glaçante traverse son visage. Facile à régler, songe-t-il, une détermination tordue durcissant son regard. Sa boussole morale, complètement faussée, pèse l'élimination de plusieurs contre le fait de ne viser qu'un seul enfant. L'intérieur de la voiture semble froid, à l'image de la profondeur glaciale de ses pensées dépravées. Le front de Bender est profondément plissé. Son regard est fixé sur la route, mais son esprit est à des kilomètres de là. La question troublante de savoir comment Simon a eu connaissance du meurtre des Everglades le ronge. Il doute que l'enfant ait pu le reconnaître dans l'obscurité de cette nuit fatidique. La connaissance troublante de Simon à propos du meurtre devient une énigme persistante qui résonne dans son esprit. La question à 64 000 $ résonne dans son crâne, exigeant une réponse. Dans l'habitacle austère de sa voiture, les yeux de Bender se plissent, une réalisation glaçante s'imposant à lui. La pensée glaçante de Simon. Une affaire non réglée, une menace potentielle pour sa famille, se cristallise dans son esprit. Sa mâchoire se serre. L'instinct de survie prend le dessus, dans une montée de terreur primitive. Bender claque la portière de sa voiture, l'urgence déjà gravée sur son visage. Le moteur rugit en démarrant. Une brusque montée de puissance alors qu'il s'éloigne du trottoir. Il attrape son téléphone. Ses doigts volent sur le clavier avec une rapidité désespérée. Son front est profondément plissé. Une tempête silencieuse gronde derrière ses yeux tandis qu'il attend la connexion. Sa voix, tendue par une urgence à peine contenue, tranche dans le bourdonnement de la voiture. « Capitaine, c'est Bender là. Il faut que je vous voie tout de suite. »« Ça ne peut pas attendre, » insiste-t-il. Ces mots, une supplique désespère. À l'intérieur de la voiture de Bender, la voix du capitaine grésille dans le haut-parleur. Un prélude à une négociation tendue. Les yeux de Bender brillent d'une lueur malicieuse alors qu'il insiste pour avancer le rendez-vous. « Non. 5 heures, chez moi. » La voix du capitaine, ferme et inflexible, propose 6h30 en contrepartie. À prendre ou à laisser. Un moment de calcul silencieux, puis la voix de Bender fend l'air. Décisif, accepté. Le sourire triomphant de Bender laisse deviner une victoire. L'accord conclu, la partie est lancée. Un léger changement dans l'atmosphère du commissariat annonce le retour de Bender, sa présence provoquant une onde dans le bureau animé. Il se déplace à travers le chaos ordinaire des bureaux et des armoires à dossiers, son regard vif et calculateur. Son esprit, un véritable labyrinthe de stratégie, est entièrement focalisé sur Simon et l'énigmatique famille Adler. Les environs banals ne sont qu'un simple décor pour les machinations complexes et sinistres qui se trament en lui. Sous son extérieur maîtrisé, de véritables intentions glaçantes restent dissimulées, attendant leur heure. Les rues de Key West explosent dans un kaléidoscope de couleurs et